Bonjour et merci de nous rejoindre à ce nouveau numéro de votre émission Presse Éco. En l'absence bien sûr de Lukman Savadogo et de Hervé Dapa, je me fais le plaisir de vous accompagner pour ce numéro. 4 invités aujourd'hui, 4 thèmes également. J'ai avec moi Maître Kielem Apollinaire de Tambela, avocat, président du CRIS. Bonjour, bienvenue. Merci. Avec nous également Atiana Serge Oulon, directeur de publication du journal L'Événement. Bienvenue. Merci bien pour l'invitation. Sur ce plateau également, André Eugène Ilboudo, directeur de la radio des écoles. Bonjour. Plaisir est partagé. Plaisir partagé. Et avec nous également, Parfait Siliga, journaliste, analyste. Bienvenue. Merci. Il sera question notamment donc de la 7e TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, de la proposition de l'ADF-RDA sur cette subvention de l'État accordée aux partis politiques que le parti souhaite qu'on réaffecte donc à la prise en charge des forces de défense et de sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il sera question également de la sortie donc de Luc Maris Ibriga, contrôleur général d'État, sur la transparence dans le budget de la défense. Il sera enfin question des obsèques de Arafat avec ce que vous savez, cette scène assez abominable qu'on a pu voir hier. Bonjour et bienvenue à tous. Alors, premier thème, la 7e TICAD, le Japon face à l'Afrique, tout un continent face à un seul pays pour discuter de son développement. Que pensez-vous justement de la formule déjà, du concept, Maître Kielem? Du concept, c'est-à-dire l'Afrique face au Japon. Ouais, bon, il faut tout dire un continent face à un pays. Oui, mais il faut remonter à l'histoire de tout ça. Hein. Ça a commencé avec Pompidou. C'est le 13 novembre 1973 que Pompidou a réuni pour la première fois des chefs d'État d'Afrique au sommet France-Afrique. Et c'est ce sommet France-Afrique qui a généré les autres sommets. Donc il n'y a pas que Japon-Afrique. Vous avez aussi Taïwan-Afrique, vous avez Turquie-Afrique, vous avez Allemagne-Afrique, Chine-Afrique, et bientôt on parle de Russie-Afrique et de Brésil-Afrique. Non, moi je pense que c'est une bonne opportunité. D'abord parce que ça nous permet de sortir du tête-à-tête entre la France et puis le Burkina Faso ou bien avec l'Afrique. Ensuite, ça permet la diversification des partenaires. Maintenant, quant à dire que c'est un continent et puis un pays, non, je ne vois pas de problème dans ça. Pas de souci pour vous, ça ne vous scandalise pas, André Eugène? Parce que, non, je n'ai pas terminé. Parce que permettez-moi de vous rappeler que toute l'Afrique noire pèse autant que la seule Belgique. Or, dans ces réunions-là, c'est une question de coopération économique, de relations économiques et de puissance économique. Donc, c'est pas... Or, le Japon entretient des relations avec la Belgique, est-ce que vous voyez? Donc, ces pays-là estiment que, séparément, il n'y a pas tellement d'opportunités en tant que telles, vu le poids économique des différents États africains. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils les réunissent ensemble. Et eux tous réunis même ne pèsent pas aussi lourd que ça. Si vous voyez, par exemple, le produit national brut du Japon, ce n'est pas à comparer au produit national brut de l'Afrique. Donc, c'est tout à fait normal. Maintenant, seulement, le problème est que l'Afrique apparaît comme une prostituée dans tout ça, où chacun vient prendre ce qu'il veut et puis il laisse ce qu'il ne veut pas. Maintenant, il revient aux Africains, maintenant, d'en prendre conscience et effectivement d'établir des politiques conséquentes. Prendre conscience, que ça ne commence pas justement par là, par éviter de se retrouver ensemble face à un seul pays pour discuter de son développement. Moi, ça me scandalise. Parce que si on sait le poids de l'Afrique dans l'humanité, je ne peux pas comprendre que vous ayez votre besace et que quelqu'un vienne puiser dans votre besace et vous retourne un petit peu et que vous lui disiez merci. Je ne peux pas comprendre que, par exemple, l'Afrique, comme l'UA, se réunit une fois par an et que l'UA ne soit pas capable d'inviter les autres à venir voir l'Afrique en Afrique. Et que ce soit un pays qui ait le culot d'inviter tous nos chefs d'État africains et qu'ils s'allient un à un pour y aller. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas et je suis scandalisé. Parce que je me dis, le futur appartient à l'Afrique. Si l'Afrique s'organise, mettre à parler de la Belgique, je ne peux pas comprendre que le Grand Congo, la RDC, où il y a tout, il demande l'argent à la Belgique, pendant que la Belgique vient chercher ce qu'ils demandent là chez eux. Je ne comprends pas. Non, moi je pense que non, il faut que les Africains eux-mêmes arrêtent à s'infantiliser vis-à-vis des autres. Je crois que l'Afrique ne peut pas continuer à aller demander ce qu'elle trouve chez elle. Et moi, je suis scandalisé. Scandalisé. Serge Oulon, c'est le cas aussi pour vous. Le continent qui se vide pour quelques jours de ses présidents, il se retrouve...
À bien des aspects, justement, je suis un peu d'avis, effectivement. Parce que généralement, ce qui scandalise, à mon avis, ce n'est pas en tant que tel, parce que c'est un pays qui invite un continent. Je pense qu'il ne faudrait pas le prendre sous cet angle. Parce que le Japon, ce n'est pas n'importe quel pays dans le monde, parce que c'est une puissance en Asie. Il faut rappeler un peu l'histoire pour se rendre compte que le Japon, ça a été une puissance impérialiste qui a dominé toute l'Asie. Il a fallu la Seconde Guerre mondiale, finalement, pour que le Japon recommence en fait à redécoller. Quand on veut se prendre en charge, ça commence par je rappelle tout simplement, c'est pour dire que c'est vrai que c'est une formule, un pays, un continent, mais il faudrait savoir c'est quel pays en fait qui organise ces genres de manifestations. Là où ça scandalise, en fait, tout simplement, c'est qui dicte l'agenda. C'est-à-dire, l'initiative est partie du Japon qui décide, à partir de 1993, d'inviter les pays africains pour faire le point de sa coopération, parce que c'est là aussi, il ne faudrait pas se tomber. En ce moment, c'est le Japon qui dicte l'agenda, qui dicte le contenu de la conférence et qui dicte qui il invite. Donc, c'est en ce moment, en fait, que ça pose un problème. Et finalement, quand on se retrouve dans ce genre de situation, on ne discute pas entre partenaires sur un même pied d'égalité, mais on discute en termes d'un pays qui va donner. Et généralement, quand vous suivez un peu les comptes rendus à la fin, chaque pays, pour le cas du Burkina Faso, on dit oui, on a eu des signatures de conventions, le Japon va financer tant de francs, alors qu'on ne le fait pas gratuitement. Le Japon organise tout simplement pour mieux se repositionner sur le continent. Et c'est tout simplement, ça relance un peu ce que Maître Kilem disait tout à l'heure, c'est dans la lignée de tout ce qu'il y a comme fora, France-Afrique, bientôt on aura Russie et Afrique. C'est un partage tout simplement de l'Afrique et c'est ça qui est déplorable tout simplement. Nous ne prenons pas l'initiative et nous sommes là, nous attendons que les gens nous proposent et chaque fois nous allons, chacun en entendant d'avoir des aides ou des prêts, alors qu'aucun développement ne peut se faire dans ce genre de situation. Parfait. Il n'y a rien de surprenant, il n'y a rien de scandaleux. Moi, en tout cas, à mon avis, tout simplement parce que toute l'Afrique réunie ne pèse pas plus de 1% du commerce international. Et quand on regarde le poids du Japon, il ne faut pas s'étonner de ça. Justement parce que l'Afrique n'a pas réussi à atteindre le niveau où elle peut discuter d'égal à égal avec certaines puissances. Mais c'est ça qui est la triste réalité. Maintenant, si vous décidez de vous prendre en charge, vous décidez de donner une autre dimension à votre avenir, vous décidez de traiter d'égal à égal avec une puissance, il va falloir vous donner les moyens. Ça veut dire que vous allez commencer à transformer vos matières premières sur place et ne pas attendre que les autres viennent chercher chez vous. Vous allez commencer à développer par vous-même votre agriculture. Vous allez commencer à développer votre industrie. À ce moment, vous allez commencer à monter et les autres seront obligés de venir chercher ce qu'ils veulent chez vous. Et là, à ce moment, la relation sera tout à fait paritaire. Mais si on n'a pas ça, si on n'a pas cette vision, il ne faut pas s'attendre. Là, aujourd'hui, en Afrique, on est au stade où, effectivement, on doit parler à une puissance. Parce qu'on n'a pas encore acquis cette indépendance, cette réelle indépendance économique. Normal. Oui, Non, je voulais juste tout simplement faire relever qu'on ne doit pas être dans le raisonnement de dire le Japon c'est une puissance, ne sont pas en mesure de discuter. Parce que dès lors qu'on est dans ce raisonnement, on ne s'en sortira pas. Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut pas discuter. Je crois que si vous prenez l'histoire même du Burkina, Maurice Amégo a réussi à faire partie les bases militaires françaises ici, mais la Haute-Volta à l'époque, on est dans les années 60, et la France, c'est une puissance colonialiste. C'est pourquoi ça paraît incompréhensible jusqu'à présent qu'en 2019, pour des questions de souveraineté, ce n'est pas une question de richesse ni de grandeur ou de petitesse. Il appartient tout simplement aux dirigeants, aux gouvernants, d'avoir conscience de leur rôle historique et de les assumer pleinement. Le Rwanda aujourd'hui discute d'égal à égal avec la France. Quoi le problème? Le Rwanda discute avec tout le monde. Ce n'est pas parce que vous avez de la richesse et c'est pas parce que c'est une puissance qu'il faut se plier en quatre parce que c'est X qui parle. Il faut savoir s'assumer, même quand on est petit. Il faut se faire respecter quand on est petit. Vous n'avez pas de vision. Tout le monde vous trimballe là où vous voulez. Aujourd'hui, j'ai dit encore une fois, la Belgique est un petit pays et la RDC a été une propriété privée de la Belgique. Et la Belgique part chercher tout l'or de la RDC Congo. Elle revient, les diamantaires, le diamant se trouve au Congo, mais les diamantaires se trouvent à Anvers. D'accord. Et donc, vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas de vision, dans 100 ans, vous allez encore traîner vos culottes derrière ces gens. Voilà. Il a dit que le cas du Rwanda. Écoutez, dans 10 ans, le Rwanda va inviter toute l'Afrique au Rwanda pour faire Rwanda-Afrique. Non, même si vous prenez l'histoire du Burkina, je crois sous
le CNR, Sankara a réussi à faire relire un peu les accords de coopération avec la France, parce que tout simplement dans le texte, la France avait réussi tout simplement à faire de telle sorte que le doyen des ambassadeurs dans chaque pays, c'était... Mais on a remis les choses à plat. C'est-à-dire, il faut savoir tout simplement s'assumer et se dire, on peut discuter d'égal à égal tout simplement. Non, c'est juste pour apporter un complément d'information par rapport à ce qu'a dit Olon. C'est vrai que sous Sankara, en 1986, on a signé de nouveaux accords de coopération avec la France, mais il faut préciser que les négociations ont commencé sous la Misana. C'est depuis la Misana qu'on avait entrepris de revoir les accords de coopération avec la France. Et c'est le CNR qui a amené à bout ces négociations-là. C'est une continuité. D'accord, on va évoluer un peu sur le même sujet. Le Burkina Faso y était justement, le président du Faso aussi, avec derrière une polémique là, beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi le Burkina Faso, le président du Faso a voyagé. Il devrait rester dans le deuil national parfait. Bon, c'est encore des polémiques stériles, moi j'allais dire, parce que c'est comme si on disait que le président du Faso doit rester, doit monter au front, il doit combattre. Bon, je pense qu'un pays, c'est un peu tout à la fois. C'est la sécurité, c'est le développement, c'est l'agriculture. Il y a beaucoup de choses qu'on doit mettre. Et quand vous regardez le thème de la sécurité, aujourd'hui, on dit les réponses à apporter à l'insécurité que nous connaissons, c'est d'abord une réponse de développement et ensuite une réponse de sécurité. C'est ça qui est important. Et je pense que le déplacement du président du Faso s'inscrit effectivement dans... Il a été question de sécurité, justement. Il a été question, mais il était d'abord question de développement. Et je crois que tant qu'on peut aller chercher des solutions des solutions de développement pour permettre à un moment donné que sur le plan de la sécurité, on puisse avancer. Moi, je ne vois pas de problème. Ça. Mais sinon, dire, oui, il y a eu 24 morts, il y a eu 30 morts, et donc il doit rester au Burkina Faso, il doit se lamenter avec les autres Burkinabés. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux. On ne peut pas continuer. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas pertinent. Non, je crois que le séjour japonais, si on s'en tient au texte, le deuil national, en fait, on avait déjà fini avec le deuil national. Son séjour, en fait, a coïncidé avec le deuil lors du voyage en France pour le G7. Maintenant, pour le déplacement, ce que je peux comprendre à travers peut-être cette polémique, c'est tout simplement quelles sont les retombées. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que le Burkina gagne en allant là-bas? Et qu'est-ce qu'on perd peut-être en n'y étant pas? Bon, est-ce que si forcément le président du Faso n'y était pas, ça veut dire que le Burkina Faso n'allait pas être représenté? Si on est dans le raisonnement d'aller chercher des financements pour venir développer ou bien résoudre des problèmes, je dis encore ça, on fait fausse route et ça ne marchera pas. Parce que nulle part dans l'histoire du monde, on a trouvé un pays où c'est de l'argent qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Il faut trouver les ressources ici et je pense qu'on a les ressources pour pouvoir le faire. Et la première ressource, ce sont les hommes. Il faut mettre l'accent sur ça et puis travailler. Sinon, croire qu'on peut aller chercher de l'argent à l'extérieur pour venir financer, promouvoir ou faire un quelconque développement, à mon avis, je crois qu'on peut toujours chercher, ça ne marchera pas. Vous direz que la réalité de la gouvernance, quand vous êtes au pied du mur, c'est autre chose. Maître Kilem, sur cette petite polémique. Il faut dire que c'était un dilemme, parce que c'est vrai qu'on avait perdu beaucoup de gens. C'est vrai qu'il y avait un deuil qui avait été décrété. Mais il faut reconnaître aussi que Roch a été invité à Biarritz en tant que président du G5 Sahel, qui s'occupe justement du problème de sécurité du Sahel. Est-ce qu'il pouvait ne pas partir? Il peut se faire représenter. Parce que non, ce ne serait pas lui. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et il a été invité en tant que président du G5 Sahel. Donc, c'était un dilemme. Pouvait-il ne pas partir? Donc, voilà pourquoi il est parti. Et justement, c'était pour parler du problème de sécurité concernant la région du Sahel. Et c'est de Biarritz qu'il a rejoint Tokyo, où effectivement il était question de sécurité. Donc moi je pense que le déplacement du chef de l'État était bel et bien justifié. Maintenant ce qu'il nous faut, c'est-à-dire quand on se prononce, il ne faut pas se prononcer parce que je n'aime pas Roch ou parce que j'aime Roch, etc. Il faut essayer de voir en toute objectivité les faits et puis les exposer. Et par rapport à cette situation, bon, je pense que son voyage était justifié. Justifié, André Gène. Je n'ai jamais été dans un cabinet présidentiel, mais j'imagine que l'agenda du président n'est pas comme le mien, où on peut m'appeler à 1h pour me dire qu'on a besoin de moi à 2h de l'après-midi. Et puis j'ai dit, il n'y a pas de problème, j'arrive. J'imagine que son calendrier doit être surbooké 6 mois à l'avance. Et il prend ses résultats. Il prend ses rendez-vous. Je ne suis pas sûr que les Burkinabés savaient que l'attaque allait coïncider avec le sommet de Biarritz et le sommet de Tokyo. Sur ce plan-là,
moi, je ne vais pas mener un débat à la petite semaine. Ça veut dire qu'il y a des gens qui trouvent toujours le temps de dire toujours des choses, même s'ils ne peuvent pas soutenir plus long ce qu'ils donnent comme argument. Je ne dis pas, pour son rendez-vous, pour son aller, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais peut-être la façon que l'Afrique se rue chez les autres, là, c'est ça qui me pose problème. Mais sinon, écoutez, dans nos propres familles, même quand il y a un deuil, il y a des gens qui s'enferment des mois durant. Mais il y a des gens qui portent leur deuil en faisant autre chose, même en portant leur deuil. Donc je crois qu'il ne faut pas... Je ne pense pas qu'il y a des gens... 100% des Burkinabés, quand ils sont en deuil, s'enferment chez eux, ne sortent pas, ne mangent pas, ne boivent pas. Donc je pense que cette polémique-là, c'est de la politique, c'est de la polémique qui n'en vaut pas la peine. Ne vaut pas la peine. On revient sur les résultats, les retombées justement de cette TICAD 7 pour le Burkina Faso. Le Japon va soutenir la lutte justement contre le terrorisme à travers la formation de nos hommes, mais aussi sur les questions de logistique. Le président de Faso l'a signifié, le Japon s'engage donc à ce niveau, mais c'est aussi sur la question des infrastructures routières, la route Bobo-Banfora, frontière de la Côte d'Ivoire, mais aussi Tenkodogo, frontière du Togo. Le Japon aussi s'engage à ce niveau, et le pays du soleil levant qui veut aussi offrir au Burkina du matériel de BTP dans le cadre donc, des travaux de maintenance, etc. etc. C'est une bonne moisson, non? Oui, c'est une bonne moisson, mais encore, il faut le dire une fois de plus ici, et je suis d'accord avec Oulon, que nous ne devons pas aller chercher le développement chez les autres. Les solutions, elles sont d'abord ici, et si on a la chance que les partenaires acceptent de nous accompagner, c'est déjà bien, mais nous ne devons pas tout mettre sur les autres. Alors qu'au stade d'aujourd'hui, quand on regarde... l'aide publique au développement représente encore une très grande part dans le budget du Burkina Faso. Donc, je crois qu'il faut travailler à courir ça. Quand on parlait tout de suite du Rwanda, oui, on est tous pour l'exemple, le cas rwandais. Mais qu'est-ce que les Rwandais font? Les Rwandais comptent d'abord sur eux. Et les Rwandais disent, mais nous sommes venus chercher l'expérience chez vous. Au Burkina Faso. Alors, mais je crois que quand on dit que ces sommets, c'est un peu infantilisant pour l'Afrique, encore faut-il qu'au niveau de nos dirigeants, au niveau des populations, on se dise qu'il faut d'abord compter sur soi-même. Alors qu'aujourd'hui, le constat, il est amer, mais on n'est pas encore, on est très loin de cela. Alors, on est en quête, merci, on est en quête donc de financement, de ressources, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mais à l'interne, on cherche les solutions financières. Il y a par exemple l'ADF-RDA qui fait une proposition dans ce sens. Le parti de Maître Gilbert Noël Ouedraogo qui propose donc qu'on réaffecte la subvention de l'État aux partis politiques, la subvention hors campagne, donc dans le cadre de la prise en charge des forces de défense et de sécurité. Alors c'est un bon coup de sympathie là pour le parti de l'éléphant, selon vous, Maître Kilem? Oui, bon. Alors, il faut dire que Gilbert Ouedraogo, c'est un ami d'abord. Voilà. Mais nous n'avons pas la même vision politique. Donc, on ne manque pas de se chatouiller sur ce point. Bon, sa proposition, il faut dire qu'elle est bonne. Est-ce que vous voyez? Mais maintenant, premièrement, pour que ce soit efficace, il ne faudrait pas reverser cette somme au trésor public. Il faudrait que ce soit une structure, une commission, qui soit chargée de la gestion de ce fonds-là et qui rende compte. Et cette commission devrait être composée de tous les partis politiques, de représenter tous les partis politiques qui vont avoir l'œil effectivement sur la gestion de ces fonds et savoir qu'ils partent là où ils devraient être destinés. Nous faisons le sacrifice, mais il faut qu'on soit regardant. Voilà, il faut qu'on soit regardant. Puisque c'était une somme qui était destinée aux partis politiques, il faut que les partis politiques aient des représentants qui vont suivre la gestion de ces fonds-là. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut dire que c'est une proposition venant de politiciens. Alors, vous savez que les politiciens ne sont pas des enfants de cœur. Voilà, ce n'est pas des philanthropes. Ce n'est pas Médecins sans frontières, ce n'est pas la Croix-Rouge. Et vous avez les élections qui approchent. Donc, ce n'est pas exclu qu'il y ait des motivations d'arrière-pensée électoralistes. C'est un bon coup, voilà, on en parle, un bon coup pour la DFRDA.
et qui a perturbé le jeu politique. Parce que, bon, qui va oser dire qu'il est contre dans ce Parce que c'est justement là la question. Voilà. C'est une vraie colle pour l'ensemble des partis politiques. Moi, avant de répondre à la question de l'ADF-RDA, moi, je voulais quand même que vous me permettiez de dire quelque chose à propos du Japon qui va aider nos hommes, donner du matériel. Vous savez, le Burkina, ce qui manque au Burkina, moi, je dis c'est le matériel, d'accord. Mais il y a quelque chose qui est cassé. C'est le ressort qui permet aux Burkinabés de dire c'est notre pays. Or, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que nos soldats sentent que le pays, c'est un pays pour tout le monde. Vous avez, le ressort est cassé. On va en parler, vous l'avez annoncé dans vos titres. Le problème de Marius Silbigué qui est sorti, je dis tant qu'on n'arrivera pas à resserrer les ressorts pour que les Burkinabés qui vont au front sentent qu'ils partent défendre une patrie qui appartient à tout le monde, vous ne pourrez pas gagner la guerre. Vous ne pourrez pas vaincre les terroristes. Or, aujourd'hui, les Burkinabés peuvent vaincre les terroristes même sans l'apport extérieur. J'en suis convaincu. Parce que nos grands-pères ont défendu le Burkina contre même d'autres personnes qui nous aident aujourd'hui. C'est une question de motivation. C'est une question de motivation personnelle. Or, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on a suffisamment motivé nos soldats. Vous ne pouvez pas aller au front, prendre 30 000 francs par mois comme frais de nourriture. Et ces 30 000 francs même ne vous arrivent pas. C'est vrai que l'ADF propose aussi d'augmenter de façon substantielle. Mais écoutez, les gens sont là-bas, ils dorment dans un trou pour 1 000 francs par jour. Et les 1 000 francs même ne leur arrivent pas. Et vous voulez que ces gens-là sacrifient leur vie pour un pays qui ne compte pas pour eux? Je dis aujourd'hui, à tel que nous partons là, vous avez beau faire des formations sur PowerPoint, patati et patata, vous ne gagnerez pas la guerre tant que les hommes qui combattent pour le pays ne seront pas convaincus qu'ils défendent un pays qui leur appartient et pour lequel ils doivent sacrifier leur vie. Tous les gens qui sortent avec des bérets rouges et qui parlent au hasard, là, c'est eux qui font que nos soldats ne peuvent pas être efficaces sur le front. Je dis ça à mes risques et périls, mais je dis... Des bérets rouges, c'est-à-dire? Bon, je ne parlerai pas plus loin que ça, mais je dirais tant que vous n'allez pas remonter le ressort de tous nos soldats pour qu'ils aillent au front gonflés à bloc en sachant qu'ils défendent une patrie, on ne gagnera pas la guerre, on ne gagnera pas le terrorisme. C'est dommage, mais on va en parler avec... Tout à fait, on en arrive. On arrive maintenant question. Pour l'ADF-RDA. L'ADF-RDA joue un bon coup. Écoutez, chez les Mossés, on dit que quand ta tante change de mari et change de cousin à plaisanterie, aujourd'hui, nous sommes confrontés à tous les fronts. Aujourd'hui, chaque Burkinabé qui dépense 5 francs là, il doit regarder, est-ce que les 5 francs que je dépense là contribuent à sécuriser mon propre pays? On ne peut pas prendre l'argent, 500 millions, aller donner à des gens qui vont acheter des t-shirts, se balader pendant qu'on est en guerre. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est inadmissible. Il faut que les politiques arrêtent de bouffer notre argent sur du n'importe quoi. Parce qu'il y a urgence. Et vous direz au long qu'ils font de la formation, ils contribuent justement aussi à la mobilisation dans le cadre donc, de ces actions de développement pour le pays, les politiques. Oui, bon, c'est une contribution. Moi, je pense que pour le cas de l'ADF-RDA, parce que ça rentre un peu dans la vague, ce n'est pas que l'ADF-RDA qui a produit des déclarations, c'est juste qu'on discute parce qu'il y a eu des propositions concrètes. Je pense qu'en parlant de la subvention accordée aux partis politiques... Ça a déjà fait polémique. Hein, oui, bon, je vais dire, parce qu'en parcourant la déclaration, il n'y a pas que ça. Sinon, si c'est parler juste de la subvention, moi je dirais tout simplement c'est du populisme. En quoi ça règle un problème? Ce sont des solutions conjoncturelles, ça ne peut pas résoudre fondamentalement la question, si tant est qu'il y a un problème de financement. Mais en parcourant la déclaration, je vois qu'il y a d'autres propositions. Il y a bien sûr les primes, l'augmentation par exemple l'indemnité spéciale, la prise en charge des familles. Voilà, mais c'est pour dire qu'il y a certains aspects qui sont déjà opérationnalisés. C'est-à-dire la question des pupilles de la nation, la prise en charge des ayants droit. Ça, ce sont des choses déjà qui sont mises en application. Et si les gens font attention, par exemple, pour le concours d'entrée au Britannique militaire du Kadogo, il y a un quota pour les pupilles de la nation et c'est défini. C'est-à-dire qu'il y a des aspects. Donc, pour un parti politique, il y a des informations qu'il fallait réactualiser tout simplement. Donc, maintenant, sur la question spécifique... Des primes, par exemple, substantielles. Non, c'est ça, je dis oui. De plus en plus, on entend. Il y a même des militaires de façon sous anonymat qui proposent, même pour l'avancement dans le corps, qu'on permette aux gens, ceux qui veulent avancer dans les grades, qui partent au front, vous faites vos preuves, vous venez, vous avez vos galons. Ça, ce sont des propositions qu'on peut prendre. Mais c'est pour dire que sur la question spécifique des 500 millions pour la subvention publique, bon, moi là-dessus, ça me fait petit sourire parce que, souvenez-vous qu'on est sorti du dialogue politique, l'ADF-RDA y était, et on avait dit de faciliter un peu les pièces justificatives pour les partis politiques par rapport à ces subventions-là. L'ADF-RDA y était, c'est vrai
qu'il n'y avait pas eu l'attaque. Il n'y a pas eu cette attaque. Mais c'est pour dire que si vous allez à un dialogue politique quand même, ce n'est pas pour discuter de l'argent qu'on verse aux partis politiques de l'opposition et on demande aux partis politiques tout simplement, et on demande à ce qu'on facilite un peu la justification. C'est-à-dire que, bon, à mon niveau... Sur la question, jusqu'à présent, les partis politiques ne sont pas rentrés en possession donc, de ces 500 millions. On est en fin d'année, et pourtant c'est la subvention de 2019. Voilà, non, je pose juste un peu ce paradoxe-là, parce que si vous allez à un dialogue, il n'y a même pas 3 semaines et 2-3 mois, et que vous défendez des positions pour qu'on vous donne l'argent du contribuable, et que on vous accorde des facilités pour justifier, et après, il y a eu une attaque, bon, moi je dis c'est du populisme tout simplement, et encore, j'ai entendu le chef de file de l'opposition, finalement, puisque personne ne veut dire non. Tu trouves la proposition bonne, ça semble être. Même s'il dit qu'il faut réfléchir et voir comment ça va s'opérationnaliser, parce que l'ADF engage les autres partis politiques, c'est ça en fait le problème. Donc c'est pour dire que globalement, bon, il faut qu'on aille un peu au-delà de ces questions conjoncturelles. Moi, j'aurais bien aimé qu'après l'attaque de Koutoukou... C'est peut-être l'occasion de poser le vrai débat sur cette subvention qui fait polémique. C'est possible. À partir de là, on décide qu'effectivement, on réaffecte, mais définitivement, mais dans l'urgence, on supprime cette subvention. C'est possible, mais dans l'urgence, je crois que c'est la question sécuritaire qui est posée tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense que quand il y a des attaques de Sion, on peut s'inspirer des bons exemples. Au Niger, à côté, il y a eu des attaques dans des camps militaires. Le ministre de la Défense il fait le constat, il reconnaît qu'il y a eu des négligences, on prend des sanctions. Je pense que dans ce genre de situation, presque tous les partis politiques, je vois nulle part, personne n'a demandé une enquête administrative, au moins pour savoir est-ce qu'on était en mesure d'éviter, est-ce qu'on était en mesure de prévenir tout cela. Ce sont des aspects qu'on pouvait faire. Mais je vois que, bon, personne ne savait, c'est pas... On est là sur des questions de financement. Il n'y a pas longtemps, on a vu le CDP, par exemple, qui a fait le déplacement de l'état-major pour s'enquérir. Oui, pour s'enquérir des conditions de travail, mais pas pour voir de façon... Par exemple, pour l'état-major, puisque finalement, on a vu l'état-major a été délocalisé, pour voir comment ça s'est passé, est-ce qu'on pouvait éviter, est-ce qu'il n'y a pas eu de la négligence à quelque part. Ce sont des questionnements aussi qu'on doit pouvoir se poser. C'est vrai que le dialogue politique aussi a préconisé que régulièrement, il y ait aussi une rencontre entre le pouvoir et les partis politiques sur cette question sécuritaire. Bon, on espère qu'on ne va pas tomber un peu dans des rencontres à n'en pas finir tout simplement. Il faut passer à l'action, il faut poser des actes. Et je crois que les rapports sont assez nombreux. Il y en a suffisamment dans les tiroirs. Il faut les faire sortir et puis les appliquer. Quand on applique que ça ne marche pas, il faut savoir reconnaître son erreur et puis tout simplement corriger et rectifier pour aller de l'avant tout simplement. Okay, parfait. Non, pour revenir à cette question, pour moi, c'est un bon coup. Maître Gilbert Noël Ouédraogo fait effectivement dans le populisme, il faut le dire de façon claire, parce qu'en réalité, 500 millions aujourd'hui, est-ce que le Burkina a un problème d'argent, de telle sorte que si on injecte 500 millions, on va résoudre de façon substantielle la question du terrorisme. C'est peut-être le symbole aussi qu'il faut voir. Mais justement, mais il faut sortir de la symbolique. On est dans le symbole aujourd'hui parce que nous avons des élections dans un an. Il faut le dire, mais c'est pour ça que cette proposition a été faite. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que en mettant en avant cette proposition, c'est véritablement une colle parce que on peut pas, il n'y a aucun parti politique. Il n'y a pas eu de concertation préalable. Aucun parti politique n'aura le courage de s'opposer à cette proposition sous peine d'être traité d'apatride. Or, la DFDA, dans la répartition, dans l'ancienne répartition, avait 19 millions. À moins d'une vingtaine. Hein. Oui, 19 millions. L'UPC, 129 millions. Les autres partis, le CDP... C'est au prorata des résultats... 3% au législatif. C'est pour dire que 19 millions, l'ADF par rapport à quelqu'un qui a 129 millions, l'appréciation ne peut pas être la même chose. Et je dirais que c'est aussi l'occasion de remettre effectivement sur la table la question de la subvention. Pour moi, donner une subvention à des partis politiques pour l'animation de la vie politique, ce n'est pas mauvais. Maintenant, est-ce que dans le contexte où nous sommes, est-ce que les partis politiques ne peuvent pas voir la question de la sécurité là sur tout un autre plan? Parce qu'il ne sert à rien de continuer à dire, de faire de la politique pendant que, si la question de la sécurité n'est pas résolue, mais dans un an, on risque de ne pas avoir d'élection sur l'ensemble du territoire. Est-ce qu'ils ne font pas arrêter aussi de faire de la politique non, parce qu'il y a une problème en fait, on ne demande pas d'arrêter. Il ne faut pas faire de la politique sur tout. Il ne faut pas faire de la politique sur tout. Quand on regarde aujourd'hui, on a 24 morts, on a ci, vous allez voir toutes sortes de déclarations pour dire, voilà, en fait, ce régime a failli, et il y a des taupes à l'intérieur, il y a ci. Non. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit voir les choses quand le problème de sécurité se pose? Pour moi, il ne faut pas faire de la politique en tout. C'est ce que je veux dire. André Gilles.
Bon, personnellement, je n'ai jamais compris pourquoi on donne l'argent à des gens qui se lancent en politique. Écoutez, c'est leur marché. Il y a des gens qui créent des boutiques à Ouagadougou, on ne les a jamais subventionnés. La subvention publique a une histoire. Ça. Non, je comprends. Je dis aujourd'hui, la politique aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qui ouvre sa boutique pour vendre du sucre. Je ne comprends pas pourquoi on lui donne de l'argent. Pour faire de la formation politique. Vous savez, non, peut-être que je caricature, mais aujourd'hui, vous avez déjà été formé par un parti politique, vous? Vous êtes déjà allé à une formation politique? Non? Cela dit, moi je voulais revenir. Bon, là-dessus, je crois que même si c'est 1 franc, si on prend les 500 millions et qu'on donne à ceux qui sont sur le front là, je suis sûr qu'il y a des choses qui vont changer, même si c'est 10 francs. Mais cela dit, il y a des propositions qui se font, surtout sur la question de la sécurité. Vous savez, on a combien de généraux qui sont des ambassadeurs? Ramenez-les et mettez-les au front. Vous allez voir que la guerre va changer. Les colonels majors qui se promènent à Ouagadougou, amenez-les et mettez-les au front. Vous allez voir qu'ils vont encadrer les jeunes et que nous, on va gagner la guerre. Or, aujourd'hui, vous avez des gens qui sont formés pour ça. C'est comme si vous prenez, vous, comme journaliste, et quand on partait vous mettre comme vigile, ce n'est pas votre métier, vous ne savez rien. Aujourd'hui, ceux qui ont fait la guerre, ceux qui ont fait West Point, ceux qui ont fait les écoles de guerre de Paris, où ils sont? Ils sont ambassadeurs, mais ils sont formés pour la guerre. Qu'ils reviennent parce que le président a dit que nous sommes en guerre. Et quand vous êtes en guerre, vous mobilisez ceux qui savent faire la guerre pour faire la guerre. Oui, Maître Kilem. Oui. Bon, c'est pas sûr que si les généraux et les colonels-majors montaient au front, il y aurait plus d'efficacité. Parce que je ne pense pas que ces gens aient encore beaucoup de tactiques et de stratégies de guerre dans leur tête. Ouais, non, n'allez pas. Moi, je crois beaucoup plus, n'est-ce pas, à la compétence des jeunes officiers. Il y a du recyclage qui se fait. Oui, mais c'est quand la tête peut encore ingurgiter quelque chose. Alors, ce n'est pas évident que c'est dans l'état d'embourgeoisement où ils sont, ils puissent encore être aussi efficaces qu'on le pense. Bon, dit comme moi, ça, je pense beaucoup plus que les officiers, les jeunes officiers subalternes et les jeunes officiers supérieurs seraient beaucoup plus efficaces. Par exemple, les capitaines, les commandants, les lieutenants-colonels, à partir de ce niveau-là, ils ont encore le sang chaud, ils ont encore la tête fraîche, etc. Ils ont encore de l'émulation. Et je pense que ces gens-là pourraient être beaucoup plus efficaces. Et ce ne sont pas eux actuellement qui sont dans l'opération? Je ne crois pas. Bon, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais je ne crois pas que ce soit eux. Par exemple, si vous lisez les mémoires du président Lamizana, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était en formation, je crois, en Algérie, pour partir au front. Et son chef de corps était un lieutenant-colonel. Et il lui raconte comment, n'est-ce pas, ce gars les manœuvrait dans la perspective d'un combat. Et quand vous voyez cela, vous savez que ces gens-là, lieutenant-colonel, commandant, en fait, ce sont les cerveaux d'une armée. Au-delà de ça, maintenant, ça devient des postes administratifs et les petites pays, vous perdez de votre consistance. Bon. Non, je voudrais pour réagir. Personnellement, j'ai des amis qui sont sur le front, qui sont capitaines, qui sont commandants aujourd'hui. Et je connais même certains qui sont des enfants de cadres de l'armée. C'est pour dire, je crois qu'il y a un certain nombre de choses. André Jeune, il voulait dire quelque chose de très important. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des soldats prêts à défendre ce pays? Et il faut se poser des questions. Parce que, rappelez-vous, Napoléon Bonaparte a dit, on se bat avec l'armée qu'on a. Quelle armée nous avons au Burkina Faso? Là, il faut le dire aussi. Parce que quand vous regardez à partir de 2011, entre 2011, après la mutinerie de 2011, entre 2011 et 2015, toutes les armes étaient emmagasinées dans les entrepôts du RSP. C'est après 2015 que cette armée a commencé effectivement à se former. Et quand vous regardez cette histoire, vous dites, bon, on a quand même beaucoup de choses à faire. Et cette armée, à quoi elle servait dans le temps? Ben, c'est ça. Est-ce que ce n'était pas plus une police politique que vraiment une armée pour défendre l'intégrité du territoire? Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses que nous devons faire. Des réformes à faire, justement. Des réformes à faire, mais je dis le plus important, il faut que nous ayons des soldats prêts à défendre le pays. Souvent, on parle de l'armement, on parle de la formation. Mais au niveau du soldat, il y a des choses qu'on doit aussi attendre de ces soldats. Ne remettons pas tout sur le politique ou sur la hiérarchie de l'armée. Quand un soldat tient une arme qu'il ne peut pas entretenir, mais c'est normal qu'au moment où il veut effectivement s'en servir, ça se bloque. Mais voilà. Donc, je dis, chacun a une responsabilité, que ce soit le soldat,
que ce soit la hiérarchie de l'armée, que ce soit le politique. Et il faut savoir effectivement répartir la responsabilité là, en temps opportun quand une crise éclate. Non, sur ce plan, n'est-ce pas, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que Parfait dit. Vous savez, on dit que quand vous avez de bons généraux, vous avez de bons soldats. Quand vous avez de mauvais généraux, vous avez de mauvais soldats. Tout ce qui se passe là, c'est la tête de Qui l'armée. commande? Ça reflète ce qui se passe au niveau du sommet. Quand vous avez de bons officiers, vous avez de bons soldats. Mais Ah oui. vous savez que ce soit au niveau de la vigilance, de la maîtrise des armes, etc. Quand vous avez de bons officiers, vous avez de bons soldats. Mais quand vous avez des officiers, n'est-ce pas, qui ne sont pas à la hauteur, qui sont redevenus laxistes, qui ne sont officiers que par la tenue qu'ils portent, etc. Comment voulez-vous que ces gens... Mais quel est le pourcentage de ces officiers C'est aujourd'hui? une réalité. Non, mais quel est le pourcentage de ces officiers Regardez aujourd'hui? par exemple l'armée israélienne. Regardez l'armée israélienne. Israël, c'est un petit pays qui achète des armes un peu partout, qui en fabrique aussi, mais pas tellement. Mais Israël va vous acheter une arme et il va perfectionner cette arme-là de telle sorte qu'elle reviendra plus redoutable par rapport à l'arme qu'il avait achetée avant. Prenez un soldat israélien. Ce n'est pas n'importe qui va venir à bout de ce gars. Parce que dans leur formation, ils ont une telle stimulation et une telle opérationnalité mais ils sont très efficaces. Donc aujourd'hui, quoi, vous remettez en cause cette formation? Non, mais ce que le maître dit est tellement exact. Nous sommes à la télévision, c'est l'image. Regardez les généraux des pays développés, leur forme simplement. Et regardez nos généraux ici. Et comparez seulement les formes. Si vous pouvez tirer une conclusion, vous la tirez. Nos généraux sont comme... Non, moi je crois sur la question de l'insécurité, notamment la riposte militaire, sans nier la responsabilité de ceux qui sont à la base et sans être un peu comme Maître Kelem qui tape un peu sur les officiers. Moi, je dis tout simplement que quand même, on tape un peu trop sur l'armée parce que l'armée aussi répond d'un pouvoir. Parce que dans tous les pays du monde, en fait, l'armée... C'est la politique qui donne le... Voilà, toute armée dans n'importe quel pays du monde dépend du pouvoir civil. Je pense qu'il appartient aux civils d'insuffler, en fait, tout simplement, la cadence à suivre et les autres vont suivre. Ceux qui ne peuvent pas, on les met de côté, on travaille. Je pense que sur cette question-là, on est peut-être un peu excessif. Il appartient aux gens, tout simplement, de s'assumer. Par exemple, l'attaque de Koutoukou, on tire les conséquences. Je crois que si on prend l'exemple tchadien, Idriss Déby, presque à chaque attaque, le gars... des sanctions tombent, on change. Parce que ça permet de sortir de l'immobilisme aussi. Mais je crois qu'il le changement permanent. Non, je dis que ça permet de sortir de l'immobilisme. Au Burkina, on en a changé quand même. Hein. Bon, il y a eu l'attaque, c'est la plus lourde, 24, où nous en sommes. Quelles sont les mesures concrètes qu'on a prises sur le terrain? C'est-à-dire rien qu'une enquête administrative pour savoir est-ce qu'on a suffisamment pris les précautions pour prévenir? Est-ce qu'on a pris les moyens pour riposter? Je pense que ce sont des questions qui sont posées et qu'on n'a pas de réponse. Donc je crois sur cette question militaire aussi, je pense qu'il faut aller peut-être de façon un peu plus... Partager les responsabilités. Voilà, mais sinon de façon globale, sur la question de la lutte contre les sécurités, par exemple, on parle des officiers et des généraux. Je pense aussi que c'est une menace. Nulle part on apprend ça à l'école. Nos généraux, les officiers, tels qu'ils apprenaient la guerre, c'est entre deux États. Donc il faut qu'aussi on comprenne, même quand on parle du front, le front c'est où? C'est le nord, c'est le centre, parce que n'oubliez pas, c'est vrai qu'on a attaqué une caserne militaire au nord. N'oubliez pas que Ouagadougou aussi c'est un centre, c'est un front. L'état-major a été... Donc la menace est partout et nulle part. Donc sur cette question des officiers, des généraux, même nous, journalistes, nous avons à pouvoir nous réadapter par rapport à cette réalité, au traitement de l'information. Donc c'est pour dire que sur cette question, il ne faut pas être excessif, tout en indexant en fait les responsabilités. Mais je dis tout simplement, ce n'est pas que militaire, tout le monde en fait a sa part. Et on parlait tout à l'heure des politiques. Vous avez vu la déclaration de l'ADF-RDA. On fait le tour des partis politiques. Il y a quelles propositions concrètes? Moi, je dis tout simplement, aujourd'hui, on ne le dit pas suffisamment. On n'a pas une stratégie. Peut-être qu'il y a un problème de pertinence. Aujourd'hui, tout simplement, je pense que notre problème, tout simplement, on n'a pas une stratégie, tout simplement, de lutte contre le terrorisme. Et c'est pour cela, de lutte contre l'insécurité de façon globale. Et c'est pour cela, je crois qu'il y a une commission qui a été mise en place. Et les questions qu'on devrait se poser, pourquoi depuis 2016, si on part du point de départ de l'attaque de Ouagadougou, pourquoi depuis 2016, on n'a pas cette politique nationale de lutte de sécurité? C'est ça, en fait, le problème. Pourquoi on traîne les pas, tout simplement, pour sur cette question? C'est vrai que le militaire est soumis aux politiques. Ça, c'est sur le plan organisationnel. Sur le terrain, c'est le militaire qui compte. Si vous remarquez, quelle est la première crise qui est intervenue quand Macron a pris le pouvoir? C'était avec le chef d'état-major général des armées françaises.
qui n'était pas d'accord avec la politique que Macron proposait. Il a démissionné. Il a démissionné, il a pris ses responsabilités. Il a pris ses responsabilités. Donc c'est pour dire que les militaires ne peuvent pas influer sur le politique ne peut pas influer sur le comportement militaire en tant que tel si vous avez des officiers compétents. Mais pourquoi? Parce que si vous voulez l'amener à faire... Non, permettez-moi de terminer. Si vous lui faites faire ce qu'il ne veut pas et ce qui n'entre pas dans le cadre de sa stratégie, il refuse. Non, c'est juste pour sur l'exemple. C'est juste sur l'exemple. Donc c'est pour vous dire que sur le terrain du combat, c'est l'efficacité des officiers qui compte. Sur le plan de la formation, c'est-à-dire le politique est là pour donner les grandes orientations. Mais la stratégie militaire est définie par les officiers. Et si le politique veut interférer et que ça ne leur convient pas, ils n'obéissent pas. Non, c'est pas pour interférer. Il a pris l'exemple français, c'est très intéressant. Macron a proposé sa vision, le général n'était pas d'accord, le général de Villiers n'était pas d'accord, il a démissionné. Le président choisit les hommes avec qui il travaille pour mettre en œuvre sa politique. C'est-à-dire que de Villiers, s'il n'était pas d'accord, Macron allait choisir un autre chef d'état-major. C'est-à-dire dans notre cas, et là ça me rappelle, là c'est le journaliste sur le terrain qui évoque, je me rappelle qu'on a eu des informations, le président Kaboré quand il est arrivé, il voulait mettre certains officiers à la retraite anticipée. Il a fait un petit sondage dans les casernes, il s'est rendu compte que ceux qui veulent partir, en fait, ce sont les meilleurs officiers, les plus performants en quelque sorte. Et ceux qui veulent rester dans l'armée, disons que c'est plus ou moins les médiocres. Le président a rangé sa proposition dans sa poche, il n'est plus sorti. On a évoqué ça. C'est-à-dire que ce sont des questions, c'est lui qui choisit ses hommes. Voilà ma vision, c'est tout comme la formation du gouvernement. Voilà ma politique, j'ai besoin des hommes qui partagent la même vision que moi. Qui je vais mettre? Si tu ne le partages pas et qu'on ne pourront pas trouver un compromis, on choisit d'autres hommes. Je pense que sur cette question, dès lors qu'on accepte le principe que le militaire est soumis à un pouvoir politique civil, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait tergiversation. Voilà la ligne que moi je vais suivre. Si tu n'es pas d'accord, on trouve d'autres éléments et on met en œuvre cette politique-là. En attendant, c'est qui rencontre au peuple burkinabé? C'est le président du Faso. Si vous prenez la carte du Burkina, on essaie de nous insérer. On attaque de tous les fronts. J'ai dit, envoyez ceux qui sont choisis de faire la guerre comme métier à tous les fronts du Burkina. Vous allez voir qu'on ne va pas attaquer les militaires comme on a attaqué Koudougou. Je dis que s'il y a un général, un général et des colonels qui vivent sur le terrain là, on ne va pas les attaquer comme on a attaqué Koudougou. Parce que les gens sont là. Écoutez, les militaires de 24 ans, 30 ans et qui ont 4 ans de service, qu'est-ce qu'ils ont appris comme stratégie de la guerre? Qu'est-ce qu'ils connaissent? S'il y a quelqu'un pour les encadrer sur le terrain, moi, je suis sûr que la donne va changer. Et c'est ça que... Bon, moi, sur cette question, sans être un militaire, non, je voulais juste... Vous êtes là, vous êtes rédacteur en chef à BF1. Vous avez vos tâches, vous avez vos missions. Tout comme dans l'armée, à chaque grade correspond à un niveau d'acte à poser. Donc, ne demandez pas tout simplement à un général. Il peut être sur le terrain, je suis tout à fait d'accord, pour donner l'exemple, pour insuffler, pour encourager, pour motiver. Mais ce n'est pas lui qui prend l'arme pour tirer. Le soldat a été formé pour ça, même s'il a 24 ans. Le sergent correspond à un niveau, le capitaine ainsi de suite. Donc il ne faut pas aussi faire de l'amalgame. Le général, il réfléchit par rapport à la stratégie et tout le reste, comme vous avez dit. On peut pas laisser, il fait la formation. On ne peut pas laisser terminer sur cette note-là. Vous êtes rédacteur en chef. Non, c'est un exemple. Non, attendez. Non, je reviens sur votre exemple. À chaque fonction correspond à des responsabilités. D'accord avec ça. Non, vous n'allez pas nous amener en bateau. Écoutez, vous êtes rédacteur en chef. Vous êtes chargé de regarder comment les gens présentent le journal. Si quelqu'un écrit avec des fautes et vous laissez passer, c'est la responsabilité de qui? C'est ma responsabilité. Alors. Ok, d'accord. Ce n'est pas le rédacteur en chef qui va sur le terrain. Après, on s'essuie. Mais c'est lui qui lit les papiers pour corriger les fautes. La supervision aussi est importante. On va évoluer pour parler de notre troisième sujet. Il y a forcément le rapport. C'est la question du budget de l'armée, un budget en quête de transparence. Vous le savez, la loi de finances 2019, c'est 23% et 38% de hausse pour les budgets de la défense et de la sécurité, respectivement, justement. Le budget du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants est passé de 169 milliards 9 en 2018 à 209 milliards 7 en 2019, soit une hausse donc de 23,41%. Et il y a eu donc cette sortie du contrôleur général d'État, Luc Marius Ibriga, contrôleur général donc, d'État à l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Il dit: il y a des armes qui ont été achetées dans un pays où les armes ne supportent pas la chaleur. Et il pense que si on met donc un budget, des ressources, on peut mettre autant de ressources à la disposition de l'armée, mais si ces ressources-là ne sont pas donc contrôlées, on peut ne pas avoir les résultats escomptés. Et là, c'est aussi une sortie qui suscite beaucoup de réactions. Parfait. Sur cette sortie donc, de Luc Marius Ibriga, faut-il, au nom du secret militaire, justement, fermer l'œil sur la gestion du budget de la défense?
Je pense que le thème qu'il a choisi d'évoquer, c'est un thème effectivement pertinent. Malheureusement, il prend un exemple qu'on ne s'imagine pas quoi, pour une personnalité de son rang. Quand il parle des armes qui ont été achetées, bon, il suffit juste d'aller sur Google et puis de regarder comment on entretient une arme, comment on achète une arme, quelles sont les conditions de fabrication pour se rendre compte que l'exemple qui donne qu'on achetait des armes dans un pays froid, bon, vraiment, c'est vraiment tiré par les cheveux. Sinon, je suis d'accord, effectivement, en tant que contrôleur général d'État, qu'il puisse évoquer effectivement l'intérêt pour son institution de jeter un œil sur le budget de la défense. Mais encore faut-il qu'il y ait une base légale sur laquelle il puisse le faire. Parce qu'effectivement, le contrôleur général de l'État a un objectif, et l'objectif là, il est effectivement défini sur la base d'un certain nombre de règles. Parce que c'est important que dans un domaine comme la défense, on a vu des scandales dans plusieurs pays. Récemment, c'est au Mali qu'on a vu effectivement ce qui s'est passé. Pour éviter que de tels scandales ne se reproduisent au Burkina, au moment où effectivement nous sommes dans le plus fort de la lutte contre le terrorisme, pour éviter de tels scandales, il faut effectivement qu'il y ait de la transparence. Maintenant, dans quelles conditions ça va se faire? Bon, je pense qu'il reste encore beaucoup de questions en fait à se poser. Et on l'a vu effectivement il y a encore beaucoup de textes d'application qui restent à être pris pour permettre effectivement au contrôleur général d'État, à l'autorité supérieure de contrôle d'État, d'être plus efficace dans le contrôle. Voilà. Maître Kelem, secret défense face à la transparence par rapport au budget de la défense? Aucun secret ne doit s'opposer à la transparence. Et sur ce plan, je suis d'accord avec le contrôleur général. Il faut savoir que, comment je dis là, cette obscurité qui entoure le budget de l'État est une occasion de corruption. Oui. Donc, ça permet, n'est-ce pas, d'entretenir la corruption au niveau de l'armée et ça profite surtout aux officiers. Ils achètent ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, et tout en sachant qu'on ne va pas entrer dans les détails des comptes. Dans une république, tout doit être transparent. Et aucune dépense ne doit se faire sans que la Cour des comptes puisse trouver son mot à dire et sans que le contrôleur général puisse trouver son mot à dire. Cela dit, il faut que je vous précise une chose. L'efficacité d'une armée n'est pas en fonction du budget que l'on met. L'efficacité d'une armée n'est pas en fonction des armes que l'on achète. Si c'est ça que l'armée veut dire secret défense, là, c'est à côté. Parce qu'à l'heure actuelle, là, toutes les armes que vous avez, on peut le savoir. Il y a des centres même si vous entrez dans Google, on vous donne, n'est-ce pas, le nombre de chars, de fusils par pays. Le budget des armées. Oui, les budgets, on vous donne le nombre de soldats, tout par pays. Et ça, c'est de façon approximative. Mais si vous voyez les centres de recherche spécialisés dans le traitement militaire, ils vous donnent plus de précision sur les armes que les gens achètent. Parce que tout ce que vous achetez est contrôlé. Non seulement il y a les services des pays développés qui vendent ces armes-là, qui contrôlent, mais il y a les systèmes de satellites, il y a tout. Donc il n'y a pas de secret à l'heure actuelle. Donc d'où vient ce secret défense-là? Alors, sans oublier que l'efficacité d'une arme, d'une armée, c'est surtout la motivation et la formation des troupes. Vous pouvez avoir si vous prenez permettez-moi de vous rappeler quelques événements. La plus grande bataille qui a changé la face de l'humanité s'est déroulée en 480 avant Jésus-Christ, entre les Perses, commandés par leur roi Xerxès Ier, et les Grecs. Donc les Grecs ont fait une élection pour savoir qui allait mener la bataille, et ça a été Thémistocle qui a été choisi. Les Perses avaient une armada beaucoup plus puissante que les Grecs. Mais par la stratégie qu'il a adoptée, Thémistocle a réussi à battre les Perses. Et ça a changé la face de l'humanité. Parce que si les Perses avaient vaincu, actuellement, ce ne serait pas la civilisation gréco-romaine qui dominerait, mais ce serait la civilisation perse. Ça, c'est un exemple. Prenez l'exemple de la guerre des 6 jours entre Israël et puis les pays arabes. Les pays arabes étaient nettement plus armés qu'Israël. Et Israël avait peur de la marine égyptienne. Ils étaient nettement plus nombreux. Israël a gagné comment? Par la stratégie et par la motivation de ses troupes. Quand vous prenez toutes les grandes batailles de l'humanité, je vous prends un autre exemple. Prenez la bataille, n'est-ce pas, qui a opposé les successeurs de César, entre Octave, Auguste, et puis Antoine. Antoine, n'est-ce pas, était allié à Cléopâtre, la reine d'Égypte.
Donc, ils avaient des troupes nettement supérieures aux troupes de Octave. Ce n'est pas les moyens. Ce n'est pas les moyens. Qui... Ils avaient les troupes nettement supérieures en nombre et en matériel et en vaisseau, plus que Octave. Mais le lieutenant de Octave a adopté une stratégie qui lui a permis de battre Antoine et Cléopâtre. Et Octave est devenu le premier empereur romain. C'est pour vous dire, pour tout ça, pour vous dire quoi? Pour vous dire que l'efficacité d'une armée, ce n'est pas en fonction des armes, ce n'est pas en fonction du budget, ce n'est pas en fonction du nombre de soldats, c'est la formation, la motivation des soldats. Et la stratégie. Et la stratégie. Oui. Je me dis que si l'on connaît qui est Luc Marie Sibriga, on ne peut pas le soupçonner d'être quelqu'un qui est contre ce régime. Mais s'il arrive à dire ce qu'il a dit, c'est qu'il en a haut, il en a tellement ras-le-bol, il en a haut le cœur. Mais vous avez entendu que quand on a attaqué le Cappuccino, les policiers qui étaient là-bas avec les pare-balles ont cédé, les gilets pare-balles ont cédé. Il craint justement qu'on se retrouve dans ces situations. Donc, non, ça veut dire que ce sont des choses concrètes qui sont au Burkina. Des gilets pare-balles surfacturés, mais qui ne sont pas des gilets pare-balles. Vous avez entendu que quand on a attaqué l'état-major, la sentinelle qui était là-bas, quand il a tiré 3 coups, son fusil s'est arrayé. Et il y a un sergent-chef qui croyait qu'il ne savait pas manier et qu'il est allé prendre le fusil pour essayer de trouver. Et il a vu que ça n'allait pas. Mais ce sont des fusils qui ont été achetés certainement comme des fusils qui fonctionnent. Donc aujourd'hui, il dit, le secret défense, comme l'a dit Maître, ne peut pas être un alibi pour faire des choses qui ne sont pas transparentes. Or, aujourd'hui, on évoque ça, et comme il a si bien expliqué, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de caché? Qu'est-ce qu'il y a de caché? Il n'y a rien. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas évoquer ça, sauf à vouloir effectivement faire des choses qui ne sont pas correctes. On a entendu que dans l'armée, il y aurait eu un ministre qui a construit une maison à coups de millions. Et quand il y allait, j'imaginais qu'il n'avait pas ce budget. C'est le fait qu'il est resté au ministère là. Il y a des affaires à faire au niveau écoutez. de la défense. Oui, non, je crois que c'est pour... moi, au-delà des faits précis que le contrôleur général, parce que je crois que quand même, comme l'a dit M. Iliboudo, Ibriga, il ne va pas raconter des clous au regard de la responsabilité de la fonction qu'il assume. Donc, mais moi, je pense que le sujet qui est posé ici, c'est tout simplement le contrôle démocratique des forces de défense et de sécurité, avec cette histoire de secret défense qu'on use et on abuse. Je pense que je ne vais plus revenir sur les aspects déjà évoqués, parce que sur la question de l'armement, il suffit d'aller sur des sites spécialisés. On peut savoir en 2018-2017 quel type d'armes. Et du reste, chaque année, on fait des classements, les pays qui ont plus investi. Donc là-dessus, il n'y a pas de secret. Je pense que la question qui est posée, ça revient un peu sur le débat sur la lutte contre le terrorisme. Je pense que ce sont les politiques qui doivent taper du poing sur la table. Il n'y a pas de raison qu'on vienne pour contrôler. Et pour la question de Siliga, je pense que dès lors qu'une structure reçoit un franc de l'État, des ressources publiques, l'autorité supérieure du contrôle de l'État a le droit de pouvoir regarder qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là. Et je pense que ça rentre aussi en droite ligne dans la lutte contre le terrorisme, parce qu'on a suffisamment évoqué la question de la motivation des soldats, tout. Si le monsieur va au front et qu'il pense que son chef est au-dessus et qu'il détourne de l'argent ou un truc comme ça, je pense qu'il faut jouer la carte transparence à fond. Il n'y a pas à cacher quoi que ce soit. Malheureusement, commerçants. Voilà, malheureusement, ce sont des aspects secrets de défense. Et je pense que c'est lié aussi peut-être à l'histoire de notre pays. Ce sont des régimes militaires depuis un certain temps. Bon, on n'est qu'à notre deuxième président civil. Il lui appartient d'insuffler la marche à suivre. Je pense que sur cette question, il suffit de toucher le ministre de la Défense. Si tant est qu'il y a la volonté tout simplement de jouer la transparence, on va mettre tous les documents en disposition. Parce que dans tous les cas, dans les rapports de la SE, c'est pas tout ce qui est lié à la sécurité, à la sûreté de l'État, ce n'est pas des aspects qu'on dévoile. Mais bon, il appartient d'aller au-delà. Je pense qu'il y a d'autres structures qui peuvent jouer leur rôle. La Cour des comptes aussi peut, bien sûr, investiguer pour comprendre où on met l'argent, tout simplement. Au niveau même du ministère de la Défense, je crois qu'il y a l'inspection générale des forces, des forces de défense et de sécurité. L'ancien chef d'état-major occupait ce poste, Oumarou Sadou. Malheureusement, dans nos pays, ou du moins sous nos tropiques,
on considère généralement ces postes comme des garages, alors que c'est véritablement un travail de fond, d'inspection, d'enquête pour voir est-ce que les gens respectent les procédures administratives, techniques, financières, et même la question de la gestion des hommes. Ce sont des aspects. Je pense qu'il y a d'autres mécanismes, justement, et il faut jouer à fond ces mécanismes, parce que la lutte contre le terrorisme aussi passe par là. La transparence aussi, parfait, parce que pendant qu'on va chercher des ressources ailleurs, il faut que ça soit utilisé à bon escient, il faut qu'on sache où va l'argent justement qu'on met à la disposition de la défense. On est dans le contexte du G5 Sahel. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons être crédibles face à des partenaires qui veulent nous aider s'ils ne sont pas sûrs que l'argent que nous avons déjà est bien utilisé et utilisé à bon escient et utilisé va là où il devrait aller? Deuxième élément qui me semble important, on a parlé de motivation des hommes. On a parlé de fierté. Alors, est-ce qu'un soldat qui est sur le terrain peut se dire j'ai un pays à défendre? Est-ce qu'il peut se dire effectivement j'ai un pays à défendre si il a ne serait-ce que des soupçons sur son chef qui aurait détourné par exemple des primes qui devraient lui revenir? Donc pour moi, les deux choses sont liées. C'est-à-dire la transparence là est importante parce que ça va nous protéger nous-mêmes. Ça va nous aider à avancer dans la lutte contre le terrorisme. Si le gars a posé une question, il faut qu'on lui donne une réponse. Le G5 Sahel, les États-Unis ne mettent pas leur argent dedans. Pourquoi? Parce qu'ils vous soupçonnent de détourner l'argent. Non, entre autres, par exemple. C'est vrai que... Oui, par exemple. Ils disent non, si vous voulez, nous, on va faire nous-mêmes. On va gérer notre budget, on va vous donner ce que vous voulez. Vous n'êtes pas transparent. Mais on ne vous donnera pas. Mais vous savez qu'au Burkina, il semblerait, le conditionnel, qu'il y a des femmes qui vendent des armes. Allez comprendre, est-ce que ce sont des femmes militaires ou bien ce sont des femmes quoi? Ça veut dire qu'on fait les... Quelqu'un avait dit, un journaliste paix à son âme, que ce sont les affaires les affaires du Burkina s'occupent des affaires du Burkina. Non, en tout cas, en fait, ce sont les gens qui font les affaires qui s'occupent des affaires du Burkina. Je me dis, une femme qui vend des armes et qui n'est pas militaire, je ne suis pas sûr qu'elle puisse... Si elle a une autorisation, c'est cette question du G5, effectivement, il a évoqué la question des États-Unis. C'est-à-dire, à travers nos attitudes, nous-mêmes, nous faisons ridiculiser, nous devenons la risée du monde. Effectivement, par exemple, sur cette question du G5 Sahel, vous avez vu la France, nous ne savons pas gérer et ils vont gérer la cagnotte pour nous. Ouais. Nous créons nos structures et ils veulent gérer. Je crois qu'on a suivi la polémique au Mali où l'ambassadeur de l'Allemagne. Mais c'est par nos attitudes, tout simplement. Nous faisons preuve d'une certaine irresponsabilité. Voilà, on ne peut pas gérer notre argent et à la limite, ceux qui nous donnent sont obligés à la limite de nous insulter et ça pose un problème. Juste sur la question du secret militaire, vous voyez, de tout temps, les militaires ont toujours fait croire, et je pense souvent on l'évoque, on dit toujours, la guerre est tellement sérieuse de le laisser en fait, dans les mains des seuls militaires. Mais on donne l'impression que la chose militaire est tellement compliquée que les civils ne peuvent pas comprendre. Rappelez-vous, juste après l'insurrection, je me rappelle qu'à la rédaction de la charte de la transition, on devrait créer un certain nombre de commissions pour faire des réformes, sinon faire la refondation. On devrait créer à cet effet une commission de défense et de sécurité. Les militaires ont rejeté. On devrait créer une commission nationale des réformes et de la réconciliation. Ça devrait être une commission à part entière. Les militaires ont rejeté. Et finalement, on a créé cette commission du moins, qui a été rattachée au Premier ministère. C'est-à-dire qu'on fait de telle sorte que ceux qui sont là, les militaires ont fait de l'impression que les civils sont tellement tarés, entre guillemets, que c'est une affaire de militaires. Voilà, et ils ne peuvent pas. Alors que c'est archi faux, c'est archi faux. L'armée appartient au peuple, il appartient, tout le monde a son droit de regard. Maître, vous parlez tout à l'heure d'embourgeoisement des officiers. C'est aussi cela que Luc Maurice Ibriga dénonce. Il a l'impression que les officiers font des affaires, il y a des passations de marché pas tout à fait correctes dans les règles là qui se font au sein de l'armée. Et justement, on craint que les maigres ressources que nous mettons à la disposition de l'armée enrichissent déjà. Oui, mais tout ça, c'est le manque de transparence. C'est pour ça qu'il faut la transparence. Sous prétexte, n'est-ce pas, de secret défense, on vote un budget en bloc, on transfère à l'armée et il n'y a plus aucun contrôle. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les officiers les mieux positionnés qui gèrent cet argent et qui en font ce qu'ils veulent. Même pour acheter l'arme, ils peuvent n'avoir pas acheté des armes. Regardez ce qui se passe au Mali, par exemple. Il y a un des officiers qui a célébré son anniversaire à 100 millions. 100 millions de francs CFA. Qui a fait venir, n'est-ce pas, des invités par avion, par vol spéciaux. Un officier de renseignement. On ne vient pas dans l'armée pour s'enrichir. Voilà. Tout ça, c'est quoi? Parce que la gestion des fonds de l'armée est opaque. Exactement. Voilà. Donc, on en fait ce qu'on veut. L'opacité encourage et favorise et suscite la corruption et les malversations. Donc, il faut la transparence partout. Dans une république, tout doit être clair. Et il revient, n'est-ce pas, au président de la République
de faire en sorte que les lois nécessaires soient votées pour rendre transparente la gestion des fonds de l'armée. Et comme j'ai eu à l'expliquer ici, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les armes qui font l'efficacité d'une armée. Et même quand on dit, quand on prétend que les civils sont, comment je vais dire, novices en matière militaire, etc., je dis, c'est pas vrai. L'histoire a montré que les meilleurs combattants ont toujours été des civils. Le général Washington, qui a mené la lutte d'indépendance des États-Unis, n'était pas militaire. Ho Chi Minh, au Vietnam, qui a mené la lutte, n'est-ce pas, d'indépendance. Lui et puis son général en chef, là, j'ai oublié, Von Giap, ce n'étaient pas des militaires, c'était des civils. Et tous ceux qui ont mené les grands combats, si vous prenez le marquis de Lafayette, si vous partez à Washington, il y a une grande place qui s'appelle Place de Lafayette. De même en Louisiane, la capitale de la Louisiane, c'est Lafayette, en l'honneur du marquis de Lafayette, qui est venu combattre contre l'armée anglaise pour aider les Indiens, pour aider les... Non, Mahatma, lui, n'a pas utilisé d'armes. Je parle de ceux qui ont utilisé les armes. Donc, Lafayette qui a aidé les Américains à lutter contre les Anglais pour leur indépendance. Et pour ça, les Américains lui sont reconnaissants. Et que ce soit pendant la Première Guerre mondiale, que ce soit la Deuxième Guerre mondiale, dès que les Américains mettaient le pied sur le sol français, ils disaient « Lafayette, nous voici ». En souvenir de Lafayette, du marquis de Lafayette qui est venu combattre. Il n'était pas militaire. Les plus grands chefs militaires qui ont mené des victoires n'étaient pas des militaires. C'est pour vous dire que c'est la volonté, c'est la motivation. Et sur le terrain, vous acquérez, n'est-ce pas, la compétence nécessaire quand vous êtes vraiment motivé. Donc tous ceux qui passent dans les écoles militaires, qui reviennent avec des galons, etc., ne pèsent pas lourd face à quelqu'un qui est déterminé. Alors, André Jed, Ibriga dit, lorsque nous sommes fondés pour contrôler l'utilisation de l'argent public, or quand nous sommes en contrôle au ministère de la Défense, on nous sort chaque fois le secret défense, et quand nous demandons les documents légaux qui montrent que tel ou tel aspect financier tombe sous le coup du secret défense, on dit c'est comme ça. Il y a un problème, non, de clarification aussi aujourd'hui dans ce que nous mettons dans secret défense. Mais vous savez, la phrase la plus terrible qu'on ait jamais entendue dans le monde, c'est de dire on a toujours fait comme ça. Ça ne veut absolument rien dire. J'ai dit, mais on peut parler pendant des heures et des heures. Le secret militaire ne peut pas être un argument qui permet à des gens de s'enrichir avec l'argent des Burkinabés pendant que d'autres meurent sur le front. Et c'est ce qu'on essaie de nous dire. J'ai dit aujourd'hui, au contraire, l'armée devrait dire, écoutez, on est en face d'une problématique que nous, on a besoin que les gens viennent pour qu'on défende notre pays. Et comme on n'a rien à vous cacher, venez voir ce que l'on fait. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit exemple. Moi, je suis chef d'établissement. Pendant les examens, il y a des policiers qui viennent pour sécuriser nos sujets et tous les centres d'examen. Quand vous discutez avec les policiers, ils vous disent qu'ils ont droit à 1500 francs par jour. Ces 1500 francs, au bout du compte, ils auraient reçu 750 francs, peut-être 6 mois après. Est-ce que vous pensez que cela est acceptable ? Et je me dis, je vous dis encore, si M. Ibriga sort et qu'il dit des choses comme ça, c'est qu'il n'en peut plus. Et il voit ce qui se passe. Je dis, on ne peut pas acheter des sacs de jute pour aller donner à le militaire pour leur dire que ce sont des gilets pare-balles. On ne peut pas acheter des bibelots avec lesquels les enfants s'entraînent sur les cours de récréation pour aller donner à nos militaires pour dire que ce sont des pistolets. Et s'il parle de ça, c'est qu'il en a ras le bol et il dit que ça ne peut pas continuer. Maintenant, peut-être le politique, si on n'était pas copain-coquin, peut-être que le politique aurait déjà pris un arrêté pour dire, écoutez cette histoire-là, moi en tant que politique, je donne la mission aux gens d'aller contrôler pour voir ce qui se passe. Si on se tait, peut-être qu'on a intérêt à se taire. Oui, parfait. Peut-être que le politique trouve son compte dans ce business. Non, en fait, il y a un problème plus général, en fait, quand on écoute Ibriga. C'est-à-dire, c'est le problème de l'application des textes, de la prise des décrets d'application. Et ce n'est pas seulement dans le domaine de la défense. Quand il évoque le travail même des contrôleurs de ça. Non, mais aujourd'hui, c'est sur un autre sujet. C'est pas parce qu'Aubert sur la question. J'ai dit, ça pose un problème plus général de l'application des textes au Burkina Faso. On va vous dire, on a pris une loi pour faire ci, pour faire ci. Même la loi sur les pupilles de l'État. La loi a été prise, mais pendant peut-être 1 année, 2 ans, il n'y avait pas de texte d'application en ce qui concerne. Ce qui fait que, effectivement, on ne peut pas mettre la loi en œuvre. Non. Ce qui concerne... on ne fait pas de l'amalgame. Je sais très bien ce que je dis. Pour le secret défense, je pense qu'aujourd'hui, il doit avoir un texte. Et il n'y a pas de décret d'application. Et quand le contrôleur général d'État arrive, on lui dit,
Bon, c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné, c'est comme ça. Maintenant, je suis d'accord avec vous qu'effectivement, il y a de la clarification à faire au niveau du politique. Pour qu'on dise effectivement, ce sont des ressources publiques. Et même si ces ressources publiques doivent être utilisées dans un domaine particulier comme la défense, elles doivent être contrôlées parce que nous sommes dans un régime de démocratie. Non. Oh, mais si tu permets, si tu relis la phrase que M. Luc Ibriga dit, il arrive, il dit bonjour, on lui répond, il dit je suis venu pour contrôler l'argent que vous avez reçu de l'État pour acheter des armes. Oui. On lui dit, c'est pas possible parce que c'est un secret d'État. Suivez le raisonnement. Il dit, ah bon, est-ce qu'il y a un texte qui me dit que je ne peux pas contrôler? On lui dit, on n'a même pas besoin de texte. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous avez écouté son raisonnement? C'est ça qu'il dit. Ce n'est même pas que les textes ne sont pas adaptés. C'est qu'on lui dit, mais montrez-moi même le texte qui dit que moi je ne peux même pas venir dans votre bureau là. On dit, on n'a même pas besoin de te dire, puisque c'est comme ça. Est-ce qu'il y a un texte qui interdit? Donc l'absence de texte profite à qui? Est-ce qu'il y a un texte qui interdit? Laisse faire son travail. Est-ce qu'il y a un texte qui interdit le contrôleur général d'État de contrôler? Mais c'est ce qu'on les lui ressources? balance à la figure. Mais justement, il n'y a pas de texte, en tout cas. Mais s'il n'y a pas de texte qui n'est pas... On ne peut pas lui présenter un texte qui lui interdit de faire le contrôle. Mais non, Non, là, en fait, maître va dire... Non, non. Bon, moi, je répète encore, il ne faudrait pas qu'on ait une fixation sur la question de l'achat des armes. Je pense que tout simplement la question qui est posée encore, j'ai dit tout simplement, c'est de savoir, vous recevez l'argent du contribuable, où vous mettez cet argent, est-ce que c'est transparent, est-ce qu'il ne s'est pas resté dans les poches de quelqu'un? Oui. Je pense que c'est l'esprit qui guide en fait les contrôles. Et André Jalidou parlait je pense que sur cette politique. Non, c'était justement, moi je voulais justement répéter. J'ai dit tout simplement, ce sont des questions qu'on peut résoudre. Qu'il y ait des textes, qu'il n'y ait pas de textes, c'est aux politiques de faire de telle sorte que en fait la situation soit clarifiée. Et si le politique trouve son compte dans le flou? C'est là maintenant la question de la volonté politique est posée. Mais je dis tout simplement encore, ça renvoie en fait à cette question de secret défense, des choses militaires qui sont en fait camouflées. On pense que ça ne doit pas être... les civils ne doivent pas s'intéresser. Je rappelle tout simplement, c'est ça que je dis, il faut voir la situation de façon globale. Pour dire tout simplement qu'on fait de telle sorte qu'on ne veut même pas qu'il y ait un regard civil sur ce qui se passe dans les casernes ou bien dans le fonctionnement des armées. Or, ce qui est totalement faux et on ne s'en sortira pas dans cette situation. Parce que même au niveau de la justice, je sais que la justice a souvent ces problèmes-là. Quand il s'agit tout simplement d'écrire pour demander à ce qu'un militaire vienne être auditionné ou bien juste pour avoir des dossiers concernant la carrière des militaires, je pense que souvent, les magistrats ont souvent ce genre de difficultés-là tout simplement. Globalement, je pense qu'il faut qu'on sorte aussi un peu de l'architecture de l'armée telle qu'on l'a reçue du colon et tout simplement réadapter à la société et se dire que c'est une composante de la société. Elle n'est pas en dehors, elle doit travailler de telle sorte avec les autres et il doit avoir des rapports, des relations de collaboration, de concertation et de coopération. Même chez le colon, les choses semblent voilà, bien sûr. Donc c'est pour dire que sur cette question, il faut pouvoir poser ce problème-là. Et il faut rappeler au niveau de la presse, je pense qu'il y a eu des journaux, à l'événement, il y a eu des procès justement pour des questions de secret défense et on n'a pas pu définir c'est quoi le secret défense. Or, ce sont des informations, il suffit de chercher tout simplement, et on l'a suffisamment évoqué. Il y a des salles qui publient les rapports et tout le reste. Le secret défense. Oui, oui, d'accord. Luc Marius Ibriga est un juriste. Et donc, si on lui oppose le secret défense, il faut présenter le texte qui le justifie. S'il n'arrive pas à présenter le texte, rien ne l'empêche maintenant de faire son travail, puisqu'il n'y a pas de texte. Éventuellement... vous n'allez pas forcer pour avoir les informations. Bon, permettez-moi de parler. Oui, allez-y. Au besoin, il peut demander l'avis du Conseil d'État qui va se prononcer. Et le Conseil d'État a été créé, je l'ai rappelé ici, par le premier consul Napoléon en 1800 pour donner des avis juridiques justement sur ce genre de problème. Donc, il peut demander l'avis du Conseil d'État. Voilà, je me suis présenté. Il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà la situation. Le Conseil d'État va donner son avis et en fonction de ça maintenant... Donc, au contrôleur de poursuivre le combat. À lui de poursuivre le combat. Non, mais je précise sur la question des contrôles, ce n'est pas l'ASE seulement. Je crois qu'il y a l'inspection générale. Si les gens font leur travail, il y a plusieurs structures. Ils peuvent auditer le ministère de la Défense. Que chacun joue sa partition, tout simplement. C'est vrai que les la Cour des comptes, voilà, la Cour des comptes, il y a l'inspection. Chacun peut jouer sa partition. Si les documents sont fermés dans des coffres forts avec empreinte digitale, s'ils n'ouvrent pas le coffre, vous n'aurez pas accès. Ce que je dois dire simplement... Non, pour préciser, si c'est fermé dans les coffres forts, etc., et qu'on a le droit de le faire, on fait une assignation à référé, et le juge de référé va ordonner l'ouverture de ces coffres forts. D'accord, ok. Mais ce qu'il fallait ajouter, c'est que nous, on copie.
je suis sûr que le ministre de la Défense des pays développés là, parce qu'on lit ça souvent dans les journaux, il y a des gens qui prennent un taxi, ils descendent de l'aéroport, quelqu'un n'est pas venu les chercher. Il prend un taxi et il fait facturer le taxi sur le compte du ministère. On lui demande de rembourser. Dans les pays nordiques, un ministre ne mange pas dans un restaurant aux frais de l'État, etc., etc., etc. Ici, les gens savent qu'on les suive à l'œil, qu'ils ne peuvent pas faire du n'importe quoi. Or, ici, l'argent qui est donné aux gens, les caisses noires, tout ce qui est secret défense, ça permet aux gens de s'alourdir les poches. Parce qu'auparavant, l'or des militaires se trouvait sur les épaules. Maintenant, l'or des militaires se trouve dans leurs poches. Il faut qu'on aille. Ok. On clôt sur ce sujet. Dernier sujet de ce Pressico, ce sont les obsèques de l'artiste ivoirien Didier Arafat, le roi du coupé décalé, comme on le dit. Bel hommage au stade de Félix Houphouët-Boigny, mais une fin quand même abominable, scène de profanation. A-t-il la faute une jeunesse en quête de repères ou des politiques qui ont démissionné de leurs responsabilités vis-à-vis de la jeunesse? Parfait. J'ai suivi le ministre Ahmed Bakayoko à 1h du matin qui disait « Je m'assume, c'est mon fils ». Des gens ont voulu me dire « Pourquoi, toi, grand ministre de la Défense de ce pays, tu t'affiches avec un petit artiste ?» Il dit « C'est mon fils ». Je l'ai suivi. Je pense qu'aujourd'hui, il doit assumer effectivement ce qui est arrivé parce qu'ils ont récupéré la récupération politique. La récupération politique de ces obsèques-là. C'est mal terminé parce que, mais imaginez qu'on va enterrer Yorobo alors qu'on sait que pendant des semaines on a dit non, c'était pas lui qui était mort. Il y a eu cette rumeur. Il y a eu tellement de rumeurs. Il y a eu cette rumeur qui a dit non, c'était pas lui. Non, la communication peut-être. C'est un buzz. Et on va enterrer Yorobo et on s'en va sans qu'il y ait un périmètre de sécurité autour de la tombe. On s'en va comme ça et puis on se dit, alors que tout a été fait pour mettre de côté les Chinois. Non, je pense qu'il faut que Ahmed Bakayoko et tout le clic là, ils s'assument. Oui, André, c'est tout. Vous savez que tous les morts sont de braves types et qu'il ne faut jamais dire du mal des morts. Je prie que la terre soit légère à M. Didier Arafat. Mais ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire, je n'arrive pas à comprendre. Parce que je ne juge pas l'humain. Je suis humain et j'ai de la peine qu'un jeune de 33 ans meure. Mais on a fait de Didier Arafat, c'est l'anti-héros qu'on a célébré en Côte d'Ivoire. C'est l'anti-héros. Et c'est ça qu'on montre comme à la jeunesse. Ce qui est arrivé à la fin là. Mais c'est ce qu'on a dit aux jeunes qu'ils peuvent faire, c'est l'irrespect, la légèreté, le je m'en foutisme. Personne ne peut m'obliger à faire ce que je ne veux pas. C'était le symbole. Didier Arafat était le symbole. Mais vous savez, c'est après sa mort que je me suis intéressé à qui il était, parce que la musique, ce n'est pas la musique de ma génération. Moi, je n'écoute pas le blues. Peut-être qu'il faut aller au-delà de l'Écosse pour comprendre aussi que c'est peut-être le symbole d'une jeunesse qui s'est fait, qui s'est battue pour compter dans la vie. Je comprends. Mais une fois qu'on a réussi à compter dans la vie peut vous donner des gifles, mais vous n'êtes pas obligé de gifler tout le monde à la place. Aujourd'hui, je dis, je ne sais pas quel est le symbole que Arafat présente pour les jeunes. Si ce qu'il représente, c'est contester tout, ne rien accepter, ne rien bâtir, ne rien mettre, etc., etc. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a des musiciens aussi qui comptent. Les Assalfo, ils construisent des écoles et des hôpitaux. Les Alpha Blondy, les Tikan Fakoli, pour ne prendre que la Côte d'Ivoire. Ce que j'ai dit, moi j'ai de la misère que les politiques célèbrent un anti-héros. Et ça me pose problème. Parce que les politiques devraient être ceux qui amènent les gens à aller vers le meilleur. C'est comme ça que moi je comprends la politique. C'est tirer les gens par le haut. Mais ce n'est pas rapetir les gens. Or aujourd'hui, j'ai dit, moi je n'ai rien, j'ai pris bon Dieu pour que Arafat repose en paix. Mais j'ai dit, Arafat n'était pas un héros que l'on pouvait célébrer et dire aux jeunes, voilà à qui vous devez ressembler. À qui vous devez ressembler. Or aujourd'hui, mais si vous regardez, si vous avez suivi, moi je n'ai pas regardé très bien ça parce que ce n'est pas de ma génération,
Mais il y a combien d'officiels qui étaient là? Les gens croyaient que Alassane Ouattara allait venir. Il n'est pas venu. Le ministre de la Culture était là. Ben oui, bon, parce qu'il ne pouvait pas ne pas y aller parce que quand même c'est dans son domaine. Mais je veux dire, en tout cas en Côte d'Ivoire, et si vous regardez dans les tribunes, regardez ceux qui sont là-bas. Moi, je me dis, les jeunes, moi, je travaille avec les jeunes. Ce que je demande aux jeunes, ce que je leur porte comme valeur, ce n'est pas de siffler la colle, ce n'est pas de fumer la drogue pour être quelqu'un. Je termine. On ne peut pas célébrer quelqu'un seulement parce qu'à un moment donné, il a de l'argent. Parce que si vous avez de l'argent, vous êtes permis à tout faire. Et le gars là, il a fait des accidents en Côte d'Ivoire où il a tué des gens. Il n'a jamais répondu à la police. Parce qu'on dit que c'est lui, on ne peut pas l'interpeller. Aux États-Unis, Akon, mais c'est après quand il a sorti à la prison qu'il est devenu star. Si tu déconnes aux États-Unis, même le président Trump, s'il déconne aux États-Unis, là, il va aller en prison. Oui, Oulon. Non, je suis d'avis avec ce qu'il vient de dire. Bon, il est mort, c'est fini. Je pense qu'il y a 2 semaines, on était sur ce plateau. Bon, personnellement, moi, je ne suis pas de ce milieu, ce n'est pas trop mon truc. Mais j'avoue que la profanation de la tombe, c'est abominable, comme vous l'avez dit. C'est vraiment regrettable. Moi, je pense qu'on a dépassé, en fait, la limite, quoi. À mon avis, je pense que ça dépasse l'entendement. Et je ne trouve pas de mots vraiment pour qualifier. On est en Afrique quand même. C'est ça justement. Parce que je sais qu'en Afrique, justement, même les enfants, on les interdisait d'aller au cimetière quand il y a quelque chose. Je ne peux pas comprendre ça. Et je pense qu'au final, ça s'est terminé comme ça a commencé tout simplement. Trop d'emballement, trop de passion, trop d'exagération sur ce que le monsieur n'a pas été de son vivant tout simplement. Parce que bon, des individus ont voulu en faire des questions politiques parce qu'il semble qu'il a 5 millions de quoi sur Facebook. Donc les gens ont vu les dividendes. C'est vraiment très regrettable qu'on arrive à là. Et là encore, on devient la risée du monde. Bon, les Africains, je constate tout simplement, par rapport à tout ce qu'on évoque comme valeur, c'est tout simplement pitoyable. Et franchement, c'est... Oui, Mathilem, c'est aussi, il y a ce regard, mais il y a aussi cet autre regard qui est que, quoi qu'on dise, c'est quand même une jeunesse ivoirienne qui s'identifie, africaine, je veux dire, qui s'identifie à cet artiste, pas forcément par rapport à son comportement, par rapport à sa musique, mais aussi ce modèle de combat sur la vie, de victoire sur la vie, ce jeune de la rue qui a réussi à s'imposer, à se faire de l'argent, mais aussi à s'imposer, à se faire respecter, même par les politiques. Ce n'est pas un exemple à suivre. Parce que la fin ne justifie pas les moyens. C'est pas parce qu'on veut être riche que tout est permis. Ça dépend des moyens que vous utilisez pour y arriver. Alors, DJ Arafat, l'exemple qu'il montre, c'est l'exemple de tout est permis pour être riche, pour se faire riche. Je reviens en arrière. En 84, Sékou Touré est mort. On a amené son cercueil, on a fait le tour du stade de Conakry, etc. On est parti l'enterrer. Il se trouve qu'il paraît que son cadavre n'était pas dans le cercueil. C'était un cercueil vide. En 92, je crois, Irène Bia, la femme de Paul Bia, est décédée. On a présenté un cercueil comme ça, on est parti enterrer. Il paraît que son corps n'était pas dans le cercueil. Il paraît, hein? Oui. Bon, pour ne pas dire que c'est presque sûr. Voilà. Maintenant, voilà que DJ Arafat est décédé. Et au stade, on fait défiler 5 corbillards. Alors, pour les partisans de DJ Arafat, il n'y avait pas de raison qu'il y ait autant de corbillards. C'est la preuve qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc, ils ont voulu vérifier pour effectivement savoir si c'était vraiment, s'il y avait vraiment le corps d'Arafat dans la tombe qu'on lui attribue. Et leur comportement n'est pas à déplorer, parce que c'est le comportement que DJ Arafat leur a enseigné, à savoir le désordre, l'irrespect, le manque de choses, de considération, etc., la frime, voilà, c'est ça. Mais, donc, ces jeunes se sont comportés exactement comme leur idole. Oui. Et donc, c'est tout à fait normal. Mais as-tu la faute aussi maintenant, à la société, maintenant, quand on dit que nous sommes en Afrique, etc., qui n'a pas aussi assumé. Oui, bon, mais vous savez, c'est l'éducation générale. Donc, l'autorité a failli. Même le succès de DJ Arafat provient d'une défaillance de l'autorité. Et donc, comment je vais vous dire, vous avez fait, puis j'ai perdu un peu. Je récupère. J'ai perdu un peu mes idées. Moi, je récupère. Ce que je voulais dire, vous savez, au Burkina, moi, je connais des jeunes qui se battent et qui se bâtissent à la fois leurs poignets. Mais on n'en parle pas. Moi, j'ai dans mon école un aveugle
qui est venu se former pour être maître. Il ne voit rien. Il vient, le maître parle comme ça, comme je parle. Il prend les cours en braille. Il est allé à l'examen. Il a été admis avec une mention à son examen. Pour pouvoir intégrer la fonction publique, on lui fait toutes les misères. Voici des jeunes qu'il faut célébrer. Ce sont des jeunes qui disent aux gens, malgré mon handicap, je viens pour la société et je travaille pour la société. Et ce sont ces jeunes-là qu'il faut montrer. Ce ne sont pas les jeunes qui arrivent à un moment donné en faisant du n'importe quoi, et je pèse mes mots, comme dirait quelqu'un d'autre, qu'il faut célébrer. Je dis, ce qu'on a fait à Guigué Arafat, qu'il repose en paix. Mais comme Maître l'a dit... Les psychologues vous donneront d'autres interprétations aussi de son comportement. Oui, je suis d'accord, mais pourquoi j'ai dit... Mais vous savez, la vie a martyrisé d'autres personnes plus que Guigué Arafat. Mais il ne se comporte pas comme Guigué Arafat. Ce n'est pas parce que la vie vous a martyrisé que vous devez vous permettre d'être un anti-modèle de la vie. Oh ben, non, c'est juste encore pour évoquer un peu l'exagération quand on parle de symbole de la jeunesse africaine. J'ai dit, le monsieur était artiste, voilà, c'est la Côte d'Ivoire. Moi, il y a juste un fait. Non, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, mais dans une moindre mesure, quelques pays de la sous-région. Je prends juste un exemple, parce que moi, j'ai fait le lien avec... En Algérie, il y a eu un drame pour un concert. Un rappeur, Soul King. Le stade était plein, 15 000 spectateurs, il n'y avait pas de la place. Dehors, on a mis des écrans géants. Il y a eu 5 mois. Je crois que vous avez suivi un peu l'actualité là-bas. Le ministre de la Culture et le directeur de la Sûreté ont été démis. Bon, si on sort au Burkina, si on fait un sondage, qui connaît Soul King? Personne. Je pense que c'est la même chose peut-être pour Arafat. Si on va au-delà de l'Afrique de l'Ouest, dans une moindre, même l'Afrique de l'Ouest. Au-delà de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Oui, je ne dis pas qu'il n'a pas quelques... sommités de la culture, de la musique qui étaient au stade. Je ne dis pas qu'il n'a pas quelques trucs, mais je dis c'est le côté excessif que je veux faire ressortir tout simplement. Je dis, bon, il fallait garder les choses dans leur juste proportion. Et au regard du vécu de l'homme aussi, bon, se dit que bon, lui là, vraiment, on peut pas célébrer. Vous vous retrouvez, on peut terminer. Oui, je me retrouve. C'est-à-dire, quand les gens parlent de nous sommes en Afrique, la culture africaine, etc., je pense qu'il faut apporter un bémol. La jeunesse ivoirienne, qu'est-ce qu'elle a d'africaine? Ou bien quand vous prenez la jeunesse de Ouagadougou, qu'est-ce qu'elle a d'africaine? Les valeurs africaines, c'est au village. Ces gens sont nés dans les banlieues. Ils n'ont jamais connu les traditions africaines. Ils sont éduqués avec les réseaux sociaux, les médias. Donc, ils sont africains surtout que de corps et d'appartenance nationale. Sinon, les mentalités, on ne peut pas s'attendre à ce que les jeunes d'aujourd'hui se comportent comme se comportaient nos ancêtres avant la colonisation. Même ceux qui vivent au village actuellement ne se comportent plus comme avant la colonisation parce que les produits qu'ils utilisent, les produits les transforment. Donc, faisons attention quand nous parlons de jeunesse africaine, culture africaine, etc. Parce que tout évolue. Okay. Oui, et actuellement les jeunesses des banlieues n'ont pratiquement rien d'africain. Hein. Okay. Merci, messieurs. Nous sommes en fin d'émission. Merci, Maître Tchilem de Tambela. Merci également à André Jeanne Ilboudo. Et puis, Parfait Silga était aussi avec nous. Pour terminer, Atiana Serge Oulon. Merci à tous d'être venus dans ce numéro de Presse Éco. Mesdames, Messieurs, c'est la fin donc de ce numéro. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur notre chaîne. Bonsoir.